6000 croix. 6000 corps suspendus le long d'une route de près de 200 km. Chaque pas sur cette route sentait la mort, le bois brûlé et la douleur humaine. Selon le témoignage d'Appien, les corps pendaient de Capoue jusqu'aux portes mêmes de Rome, un châtiment destiné à glacer tout cœur où subsistait encore l'idée d'une rébellion. Mais Rome a-t-elle vraiment pu vaincre par la peur? Ou en est-elle devenue la prisonnière? En ces années-là, vers 71 avant notre ère, Rome se remettait à peine du cauchemar de la révolte de Spartacus, un gladiateur qui avait osé défier l'Empire lui-même. La révolte dura 2 ans, et sous ses étendards combattirent des dizaines de milliers d'esclaves, de fugitifs, d'anciens soldats. Quand tout fut terminé, Rome ne voulait pas seulement la victoire, elle voulait la vengeance, une leçon gravée dans la conscience de chacun. Cette forme d'intimidation s'appelait la crucifixion. La mort sur la croix n'était pas tant une exécution qu'un spectacle public de douleur. Ce n'était pas un coup d'épée rapide, mais une lente agonie au soleil, où le corps lui-même devenait un avertissement. Les Romains l'utilisaient pour les esclaves et les traîtres, ceux qu'on ne pouvait pas tuer avec honneur. Peut-on imaginer, jour après jour, des deux côtés de la route, se dressaient des croix, des centaines, puis des milliers. Plutarque écrivit que les crucifiés restaient suspendus jusqu'à ce que leurs corps commencent à se décomposer avec le temps et sous l'action des oiseaux. Rome transforma la Via Appia, symbole de commerce et de puissance, en chemin de la peur. La tactique d'intimidation utilisée par les Romains avait son propre nom, le metus romanus, la peur romaine. C'était un instrument de pouvoir, non pas simplement vaincre l'ennemi, mais rendre impossible la moindre pensée de résistance. De la même manière qu'aujourd'hui les armées démontrent leur force par des images satellites et des drones, Rome la démontrait alors par des croix et des corps. Mais qu'est-ce qui a poussé les gens, habitués à une discipline de fer, à de telles mesures? La réponse se trouve plus profondément, dans la peur même que Rome puisse un jour tomber non pas sous les coups d'un ennemi extérieur, mais de ses propres esclaves. Car Spartacus n'était ni roi, ni général, ni chef. Il était un homme issu de l'arène, de la poussière, du sang et du sable. Le système d'esclavage sur lequel reposait tout Rome commença à craquer. Selon diverses estimations, le nombre d'esclaves en Italie à cette époque dépassait les 2 millions, près d'un tiers de la population. Lorsque la révolte éclata, il devint clair, s'ils s'unissaient, les légions pourraient se retrouver impuissantes. c'est pourquoi les crucifixions le long de la route n'étaient pas seulement une punition, mais aussi un soutien de sécurité pour l'ensemble du système. Cette route, la Via Appia, construite des siècles avant la révolte, devint la frontière entre le monde de la liberté et le monde de la soumission. Chaque passant devait voir. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent lever la main contre Rome. Mais même dans cette obscurité, demeurait une ombre de doute. Car la peur est une arme qui, avec le temps, se retourne contre son propriétaire. Quand les soldats érigeaient croix après croix, est-ce que l'un d'eux ne se posait pas la question, et si un jour, sur ces routes, c'était nous? C'est de cette question que commence l'histoire de l'attaque psychologique la plus cruelle de Rome. Une attaque où le principal ennemi n'était pas l'armée de Spartacus, mais la conscience humaine. Quand la guerre fut terminée, le champ près de Pétélia était jonché de corps. Plutarque écrivait que Spartacus était tombé en se frayant un chemin jusqu'à Crassus lui-même, combattant jusqu'à son dernier souffle. Son corps ne fut jamais retrouvé, et de cette disparition naquit une légende que Rome tenta d'effacer par le sang. Mais ce qui se produisit après la bataille n'était déjà plus la guerre. C'était une représentation massive pour l'histoire elle-même. Sur ordre de Crassus, 6000 insurgés capturés furent crucifiés le long de toute la Via Appia. Les troupes se divisèrent en détachements. Les uns creusaient des fosses, les autres érigeaient des croix. Une croix, plusieurs perches, des cordes, des clous et du temps. Selon les calculs des historiens, l'installation d'un tel nombre d'exécutions prit plusieurs semaines. Ce n'était pas de la hâte, mais une méthode. César qualifiera plus tard de telles actions d'intimidation par l'ordre, demonstratio disciplinae. Pour les Romains, une telle procédure n'était pas un simple acte de punition. Elle obéissait à une logique militaire. L'effet psychologique devait être maximal. Chaque croix, un message. Chaque esclave, chaque marchand, chaque soldat, passant sur la route, devait voir et retenir qu'il n'y avait pas de salut contre Rome. La crucifixion en tant que forme d'exécution avait un sens particulier. La mort pouvait durer d'1 à 3 jours. L'homme cloué à l'arbre s'étouffait progressivement lorsque les muscles ne supportaient plus leur propre poids. Parfois, pour accélérer la fin, on lui brisait les jambes. Mais Crassus ne se pressait pas. Il voulait que les exécutés gardent la route par leur souffrance. Les Romains appelaient cela exemplum,
Un exemple, un modèle de punition qui devait être mémorisé pour les siècles. Ce mot deviendrait plus tard la racine de comportement exemplaire. Mais à l'époque, exemplum signifiait une seule chose, la peur. Ceux qui passaient entendaient les gémissements des vivants et voyaient les corps des morts. Les historiens écrivaient que l'odeur était insupportable. Le vent de la mer portait la putréfaction jusqu'aux villas les plus proches. Même les légionnaires endurcis détournaient les yeux. Et pourtant, Crassus ordonna de ne retirer personne avant la décomposition complète. Il semblait que la victoire était acquise. Mais dans l'ombre de cette horreur, une autre menace mûrissait. Car une telle démonstration de force révélait une faiblesse, la peur d'une répétition. Pour un empire bâti sur l'idée d'ordre, la révolte des esclaves était comme une fissure dans les fondations. C'est alors qu'apparut l'idée qui, plus tard, s'intégrerait dans la stratégie de répression des révoltes. L'intimidation non par l'épée, mais par l'image. Les Romains appelaient cette approche le terror visibilis, la terreur visible. Sa force résidait dans sa permanence. La peur devait survivre aux souffrances. La Via Appia devint le premier axe d'intimidation massive de l'histoire. Aujourd'hui, cela peut être comparé à la manière dont les États modernes montrent leur force à travers des parades militaires, des colonnes de chars ou des images satellitaires de villes détruites. À l'époque, tout cela était remplacé par des croix, en bois, en décomposition, mais éternelles dans la mémoire. Selon les données archéologiques, les vestiges de pieux en bois trouvés le long de l'ancien tracé de la Via Appia correspondent effectivement aux descriptions des auteurs antiques. Les chercheurs estiment qu'une partie des croix est restée debout pendant des années, jusqu'à ce que le bois se désintègre de lui-même. Crassus comprenait, la victoire devait être visible. Il ordonna de ne pas enlever les corps tant qu'ils ne se seraient pas désintégrés sous les pluies et le soleil. Ce n'était pas seulement une punition, c'était une affirmation de pouvoir écrite dans la chair. Les guerriers, passant devant, devaient voir ce signe d'ordre. La ville, vivant dans la peur, devenait gérable. À partir de ce moment, Rome commença à appliquer de telles actions comme faisant partie de sa doctrine militaire. À l'est, en Judée, dans les décennies suivantes, des routes de la peur apparurent également. Tacite écrivit à propos de milliers de crucifiés après les révoltes à Syracuse et Jérusalem. Mais aucune d'elles ne pouvait se comparer à la Via Appia. 6000 croix, s'étendant à l'horizon, ce n'était pas seulement une punition, c'était une architecture de la peur. Une attaque psychologique, où la souffrance était l'arme et la mémoire humaine elle-même la cible. Et pourtant, dans ce théâtre de la mort, il y a un paradoxe. Plus Rome tentait d'effacer le souvenir de la révolte, plus profondément elle s'incrustait dans l'histoire. Chaque croix devint un rappel de l'homme qui, un jour, avait osé défier l'Empire. Ainsi naquit une nouvelle ère. Une ère où le pouvoir comprit « contrôler le corps est facile, mais contrôler la mémoire est bien plus difficile ». Et la mémoire, tout comme la route, s'étendait plus loin, jusqu'aux portes mêmes de Rome. Lorsque les derniers cris se turent, le silence s'installa, un silence plus lourd que n'importe quel son. Les légions de Crassus s'alignèrent le long de la route, observant le soleil se lever sur des milliers de croix. Ce n'était pas la fin de la révolte, mais le début d'une démonstration de pouvoir. À ce moment-là, Rome comprit définitivement qu'on pouvait gouverner les hommes non seulement par l'épée, mais aussi par la peur, devenus aussi tangibles que le fer de leur cuirasse. À l'aube, un cortège commença le long de la Via Appia. En tête, les légats, représentants militaires du commandant. Chacun d'eux était responsable de sa section du chemin. C'est eux qui veillaient à ce que les croix se tiennent droites, comme des soldats en parade. Le symbole du pouvoir exigeait de la précision. Même la mort à Rome devait être disciplinée. Dans l'armée romaine, l'ordre était sous la responsabilité d'un officier appelé préfet du camp. Praefectus castrorum. Il était responsable non seulement des camps, mais aussi de l'organisation de l'espace de guerre. La Via Appia, en ces jours, se transforma en un gigantesque camp de la mort, et Crassus en architecte d'une catastrophe psychologique. Les sources romaines notent que pendant plusieurs semaines, personne n'osait circuler la nuit sur cette route. Les marchands attendaient l'aube pour contourner les croix, et les caravanes de soldats marchaient en silence, n'entendant que le claquement des drapeaux au vent et les croassements des corbeaux. C'était un paysage sonore de la peur, un son dans lequel le pouvoir résonnait plus fort que l'acier. Tite-Live écrivit que c'est à partir de ce moment que les commandants romains commencèrent à considérer l'intimidation comme un élément de stratégie. La peur devenait une ressource, comme le pain, les armes ou l'or.
Elle nourrissait la discipline, elle réprimait le doute, elle construisait l'ordre. Les découvertes archéologiques confirment l'ampleur de cette action. Dans la zone des anciennes stations de la Via Appia, des fragments d'anneaux de fer et de rivets ont été découverts, qui auraient pu servir à fixer les corps aux croix. Dans le sol, des traces de charbon, témoignages de feu, où probablement les restes étaient brûlés. Ces découvertes ne font qu'appuyer ce qu'écrivaient les chroniqueurs antiques. Ce n'était pas une improvisation, c'était un rituel. Les Romains croyaient au pouvoir des signes. Chaque route, chaque arc, chaque inscription devait parler de puissance. C'est en cela que résidait le principe de l'auctoritas, une autorité qui n'a pas besoin de mots. La Via Appia devint le symbole d'une telle autorité. Ici, il n'était pas question de justice. Il n'y avait qu'une démonstration que le pouvoir est immortel. Et l'homme, non. Crassus ne cachait pas qu'il voulait surpasser ses rivaux au Sénat. Après toutes les défaites que les Romains avaient subies face à Spartacus, il lui fallait restaurer non seulement l'ordre, mais aussi le respect. C'est pourquoi il choisit le châtiment le plus spectaculaire. Cicéron dira plus tard « Crassus vainquit non par l'épée, mais par la vue des crucifixions ». Et dans ces mots, l'essence de sa victoire. Les guerriers, de retour du sud, racontaient que les croix s'étendaient jusqu'à l'horizon. Certains corps avaient déjà noirci sous le soleil, d'autres bougeaient encore. Même des mois plus tard, la route restait impraticable à cause de la puanteur et des mouches. Et pendant tout ce temps, les Romains n'osaient pas les retirer. La mort devait faire son œuvre. Mais dans ce tableau d'horreur, il y avait un élément que ni Crassus ni le Sénat ne pouvaient contrôler. C'était le temps. Chaque jour, les croix perdaient leur forme, les planches pourrissaient, les cordes se rompaient. La mort cessait d'être une intimidation et devenait habituelle. Là où il y avait auparavant l'horreur, l'apathie apparut. Les gens commençaient à passer sans lever les yeux. Ainsi, Rome fut confrontée à un nouveau phénomène, l'accoutumance à la violence. Les historiens appellent cela assuetudo crudelitatis, l'habitude de la cruauté. Quand la violence devient partie intégrante du paysage, elle cesse d'effrayer. Crassus, qui désirait une peur éternelle, créa l'indifférence. Et pourtant, l'effet fut atteint. Pendant près d'un siècle après la révolte de Spartacus, aucune révolte d'esclaves de grande ampleur n'éclata plus en Italie. Les gens se souvinrent non pas de Spartacus, ils se souvinrent des croix. Mais dès que la mémoire de la peur disparaît, la mémoire de l'homme revient. Dès les premières décennies après les événements, des histoires apparurent selon lesquelles Spartacus n'était pas mort, mais était parti vers l'Est, que sa croix était vide, qu'il était devenu une ombre hantant Rome. Ces légendes devinrent un miroir particulier. Plus le pouvoir tentait d'effacer le nom de l'insurgé, plus il brillait. Et ainsi, au fil des décennies, la Via Appia romaine, construite pour le commerce et les victoires, se transforma en chemin de mémoire. Une trace que même la pluie ne put effacer. Mais que se passait-il à Rome même, quand l'odeur de la mort atteignit ses rues? Que ressentait le peuple en voyant l'Empire célébrer sa victoire sur ses esclaves? Quand la nouvelle des exécutions atteignit Rome, la ville plongea dans un étrange silence. Il n'y eut ni procession triomphale, ni couronne de laurier. Le Sénat n'osa pas honorer Crassus. Trop de sang, trop de douleur. Les Romains étaient habitués aux guerres. Mais c'était différent. C'était le reflet d'une peur intérieure et chacun comprenait, à la place de ses esclaves, il aurait pu y avoir n'importe qui se serait dressé contre le pouvoir. Sur le forum, on discutait non pas de la victoire, mais du prix qu'elle avait coûté. Certains sénateurs chuchotaient que Crassus avait dépassé les bornes, que la Via Appia s'était transformée en un lieu maudit. Selon Appien, même des années plus tard, les voyageurs s'efforçaient de la contourner la nuit. Les vivants évitaient de regarder les traces de mort, restées dans la terre et la mémoire. Crassus, quant à lui, renforçait son influence. Il devint l'homme le plus riche de Rome, un homme capable d'acheter une armée entière. Mais une ombre suivait la richesse. Ses contemporains écrivirent qu'il acquit le pouvoir, mais perdit la paix. Et, peut-être, ce sentiment de culpabilité pour les 6000 croix le poussa-t-il à chercher la rédemption dans une nouvelle guerre, une campagne contre les Parthes, où il périt ironiquement dans les sables, et son armée fut anéantie. Pour Rome, cette histoire marqua un tournant. Après les exécutions le long de la Via Appia, l'Empire commença à bâtir un système qui devait exclure toute possibilité de révolte. Les esclaves étaient désormais répartis entre les propriétés afin qu'ils ne puissent pas s'unir. Des surveillants spéciaux apparurent, les dispensators, qui géraient les esclaves et rapportaient le moindre soupçon. Ainsi, la peur devint non seulement un instrument de pouvoir, mais aussi sa structure. Mais dans la mémoire populaire, Spartacus ne disparut pas. Des décennies passèrent,
et son nom commença à être prononcé non comme une malédiction, mais comme un symbole. Dans d'anciens graffitis, découverts par des archéologues à Pompéi, on trouve les mots Spartacus, libre. C'était un défi silencieux, lancé à travers les générations. Au même moment, à Rome, la perception même de la peur changeait. Si auparavant elle était externe, spectaculaire, elle devint désormais interne. Les légionnaires qui avaient participé aux exécutions racontaient des cauchemars, des cris qu'ils continuaient d'entendre en dormant. Tacite mentionnait que même des années plus tard, les vétérans de la révolte de Spartacus évitaient d'en parler. Pour eux, ce n'était pas une gloire, mais un souvenir qui brûlait. Les psychologues de notre époque appelleraient cela le syndrome de stress post-traumatique. Mais à l'époque, ce n'était qu'un silence. Les guerriers rentraient chez eux, portant en eux non seulement la victoire, mais aussi la peur qu'ils avaient eux-mêmes créée. Ainsi, Rome fut confrontée pour la première fois au fait qu'une arme psychologique agit dans les deux sens. Les archéologues ont trouvé dans les catacombes non loin de l'ancienne Via Appia des inscriptions inhabituelles. De courtes phrases comme « ils étaient des humains » et « toutes les routes mènent à la mort ». Il s'agissait peut-être des mots de ceux qui ne pouvaient oublier ce qu'ils avaient vu. Peut-être sont-ce les premières traces d'un doute intérieur quant à l'infaillibilité de Rome. Depuis lors, la doctrine militaire romaine subit des changements. Les exécutions publiques devinrent rares et les punitions furent déplacées derrière les murs des casernes. Le Sénat comprenait. Une cruauté trop ouverte affaiblit, plutôt qu'elle ne renforce, le pouvoir. Mais le souvenir de cette route perdura. Elle devint un symbole particulier de la limite, de ce jusqu'où un État peut aller lorsque la peur remplace la raison. Il existe une version selon laquelle c'est précisément sous l'impression des événements de la révolte de Spartacus que César créera plus tard son propre système de contrôle. Non par l'intimidation, mais par la discipline et la loyauté. Il comprit, il est plus facile de gouverner par le respect que par la terreur. Mais la leçon de Crassus restera jamais gravée dans la mémoire de Rome. Les contemporains écrivirent qu'en parcourant la Via Appia nettoyée, on pouvait distinguer dans la terre des taches sombres, comme si le sol lui-même avait absorbé le sang. Même des décennies plus tard, les habitants locaux évitaient de planter des arbres le long des bas-côtés. Ils disaient que la terre là ne voulait pas pousser. Cette image, bien que poétique, semble trop juste. Rien ne naît de la peur. Cependant, c'est précisément de cette horreur qu'est né un mythe. Lorsque l'Empire tomba, des siècles plus tard, Spartacus devint un symbole de résistance à l'oppression. Son nom revint encore et encore, dans les poèmes, les pièces de théâtre, les légendes. Et Crassus ne resta que comme l'homme qui avait construit la route la plus terrifiante de l'histoire. Mais derrière cette route se cache une question qui n'a pas disparu aujourd'hui encore. Où finit le pouvoir et où commence la cruauté? Et un État, ayant une fois choisi le chemin de la peur, peut-il un jour s'en détourner? Rome avait l'habitude de croire que sa force résidait dans ses épées. Mais après la révolte de Spartacus, il devint clair. Le pouvoir de l'Empire reposait sur la peur. Non pas sur l'or, non pas sur les lois, mais sur la capacité à faire de la peur le compagnon constant de chaque citoyen. Et la Via Appia devint le laboratoire où cette peur fut testée pour la première fois comme une arme à grande échelle. Des années plus tard, les philosophes romains commencèrent à débattre. Pouvait-on gouverner sans recourir à la terreur? Sénèque écrivit que « la peur est le ciment qui maintient le pouvoir, mais le même ciment qui lie les esclaves. » Et en effet, l'Empire, bâti sur l'intimidation, se retrouva piégé. Plus elle effrayait, plus elle craignait elle-même. Dans les casernes des légions, de nouveaux rituels commencèrent à apparaître. Les soldats prêtaient serment non seulement de fidélité au commandant, mais aussi d'obéissance inconditionnelle, même face à des ordres cruels. Ce système s'appelait Sacramentum Militare, le serment militaire, un vœu sacré dont la violation entraînait la mort. Les guerriers ne devaient pas penser, mais exécuter. Ainsi, la peur, née sur la Via Appia, se transforma en une discipline sans laquelle Rome ne pouvait plus exister. Il est intéressant de noter qu'après ces événements, même l'architecture de Rome changea. Apparurent des arcs de triomphe monumentaux, symboles de victoire, où les ennemis étaient représentés non pas comme des humains, mais comme des ombres sans visage. C'était un autre type d'intimidation, non plus par les corps, mais par les images. Le pouvoir compris, on peut contrôler la conscience non seulement par le sang, mais aussi par le symbole. Les historiens notent que c'est précisément après la révolte de Spartacus que Rome commença à documenter méticuleusement ses campagnes militaires. Chaque expédition, chaque exécution, chaque ordre, tout était consigné, non pas pour la mémoire, mais pour le contrôle, car ce qui est consigné est maîtrisé. C'était une nouvelle forme de pouvoir, bureaucratique,
Et en ce sens, 6000 croix furent le premier acte de documentation de la peur, une archive visuelle gravée dans les destins humains. Les données archéologiques confirment que le long de l'ancienne Via Appia, dans les sections proches de Fondi et Arixia, ont été trouvés des clous, des traverses et des traces de poteaux, précisément là où les textes antiques indiquaient le lieu des exécutions. Les savants affirment qu'une partie des croix est restée si longtemps dressée que des sentiers se sont formés autour d'elle, par lesquels on contournait le lieu de la mort. Pendant des siècles, les gens s'efforcèrent de ne pas franchir les limites de ces ombres. Pendant ce temps, l'image même de Spartacus se transformait progressivement en symbole de ce que Rome tentait de détruire, la dignité humaine. Dès le 1er siècle de notre ère, on écrivait de lui avec une nuance de respect, comme un homme qui avait osé lutter non pas pour le pouvoir, mais pour la liberté. Paradoxalement, c'est Rome elle-même, en voulant effacer sa mémoire, qui immortalisa son nom. Plutarque disait « Crassus vainquit », mais Spartacus demeura dans les mots. Ces mots se révélèrent prophétiques. À travers les siècles, Spartacus devint ce que Rome ne put jamais être pleinement, le symbole non pas d'un empire, mais d'un esprit. Son histoire fut transmise dans les écoles, se transforma en mythe. Mais un mythe fondé sur des faits devient plus fort que l'histoire elle-même. Pour de nombreux historiens, c'est précisément la crucifixion de 6000 hommes qui devint le premier exemple dans l'histoire de ce que nous appelons aujourd'hui la guerre psychologique. Un terme qui n'apparut qu'au XXe siècle, mais qui décrit en substance ce que fit Crassus. Il comprit, on peut tuer le corps, mais on ne peut vaincre que l'esprit. Tacite notait qu'après cet événement, les généraux romains commencèrent à accorder plus d'attention non seulement aux batailles, mais aussi à la manière dont les ennemis percevaient la défaite. L'Empire apprenait à créer non pas de simples victoires, mais des impressions. Chaque campagne était accompagnée de processions, chaque victoire d'architecture, chaque mort d'un symbole. Tout cela découla d'une seule route, jonchée de croix. Mais tout de même, si l'on prête l'oreille au souffle de l'histoire, on peut percevoir une contradiction. Ceux qui créaient la peur en furent aussi les victimes. Crassus mourut dans l'horreur, son armée fut encerclée et anéantie. Les Parthes emplirent sa tête et ses mains d'or fondu, symbole de son avidité et de sa vanité. Il semblait que le destin lui-même avait rendu à Rome la douleur qu'elle avait semée sur sa terre. Et ainsi, quand tout fut passé, Rome demeura avec une mémoire qu'il était impossible d'effacer. 6000 croix ne furent pas seulement une punition, elles se transformèrent en miroir. Dans celui-ci, l'Empire se vit elle-même, cruelle, brillante, mortelle. Mais tant que cette mémoire vivait, Rome semblait encore éternelle. La question est seulement ce qui se passe quand le miroir se brise, quand la peur, devenue une arme, cesse de fonctionner, quand la route, jadis pleine de corps, devient simplement une route. Et quand l'Empire, certaine de son immortalité, ressent pour la première fois que sa force n'est qu'une ombre, projetée par le soleil sur le vieux bois pourri d'une croix. Des siècles passèrent. La Via Appia fut de nouveau remplie du bruit des chars, des marchands et des voyageurs. Les croix avaient depuis longtemps disparu. La terre avait effacé les traces, mais la mémoire demeurait. Chaque pierre de cette route se souvenait du bruit des marteaux et des gémissements des condamnés. Les historiens disaient que c'est ici que Rome se vit pour la première fois sans masque, non pas comme une civilisation, mais comme un empire de la peur. Aujourd'hui, les archéologues appellent ce tronçon la route des morts, bien qu'officiellement il soit désigné comme la Via Appia Antica. Et pourtant, même 2000 ans plus tard, en se tenant sur ces dalles antiques, on peut ressentir cette même pesanteur, comme si la terre respirait encore la peur. Mais si l'on écoute plus attentivement, sous cette peur résonne autre chose, l'entêtement humain. Car Spartacus, un homme sans rang, sans armée, sans chance, fit trembler la plus grande puissance du monde. Et bien que sa croix ait disparu, l'idée de liberté demeura, Rome vainquit. Mais cette victoire se transforma en malédiction. La peur, une fois devenue une arme, devint aussi sa faiblesse. L'Empire, bâti sur des croix, ne put retenir sa propre âme. Et maintenant, quand nous parlons de 6000 croix le long de la route, nous ne parlons pas seulement du passé, nous parlons de la facilité avec laquelle l'homme transforme la peur en ordre et l'ordre en violence. Ainsi se pose la question, non historique mais personnelle, si vous marchiez sur cette route passant devant des milliers de crucifiés, seriez-vous capable de ne pas baisser les yeux? Ou peut-être, en chacun de nous vit cette même peur qui autrefois rendit Rome éternelle et mortelle à la fois.